Que fera le futur président de la République entre son élection le 7 mai et la passation de pouvoir? À partir de maintenant, les jours fériés et même les week-ends prolongés se succèdent, mais combien ça coûte à l'économie française? Bientôt, le Festival de Cannes déroule le tapis rouge. Saviez-vous que Canal+ est de retour sur la croisette? Alors ces sujets-là et bien d'autres encore seront au cœur de l'actualité des semaines à venir. Nous, on vous en parle dès maintenant. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte, bonjour à tous, bonjour Léonard Lasserie. Bonjour Léonard Lasserie, bonjour à tous. Merci de nous suivre en direct sur Figaro Live et sur Facebook Live. On vous en parle dès maintenant, c'est le nouveau rendez-vous d'actualité du Figaro, une émission d'anticipation que nous vous proposons de suivre tous les jeudis à partir de 15h10 en direct. Donc n'hésitez pas à poster vos commentaires, poser vos questions et nos chroniqueurs, nos journalistes et notre invité du jour y répondront en direct pour vous. En effet, pour nous accompagner, nous avons le plaisir de recevoir tout au long de cette émission Léonard Lasserie. Bonjour. En homme riche d'actualité, alors compositeur, interprète, mélodiste, Léonard Lasserie, vous êtes une figure incontournable de la scène pop française. Votre dernier EP, Le Seul Invité, le prouve. Touche à tout, vous êtes aussi à la tête d'une célèbre marque de lunettes portée par Madonna, Lady Gaga ou encore Jessica Alba. Merci beaucoup Léonard Lasserie d'être parmi nous pour parler de musique. Et on reviendra en détail sur votre actualité tout à l'heure, mais je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter un extrait du Seul Invité. Je n'irai pas vers vous ce soir, je n'adresserai pas la parole à ces gens toujours entre eux, à ces brusques changements de rôle, dès l'apparition d'un nouveau Dieu. Je vais rester dans vos pensées, je suis si bien dans vos absences. Il ne vient personne, je suis le seul invité. Je vais rester dans vos pensées, je suis si bien dans vos absences. Il ne vient personne, je suis le seul invité. Je n'irai pas troubler cette soirée où vous priez de mille feux, à cette distribution de baisers qui ne rendent pas plus heureux une fois le dos tourné. Je vais rester encore un peu dans cette propriété privée. Léonard Lasserie, je vous rappelle le principe de cette émission. On ne commente pas l'actualité, on décrypte l'actualité de la semaine à venir avec les journalistes du Figaro. Et justement, quel est votre rapport à vous, à l'actualité? Alors, je suis l'actualité, on va dire, de façon plus que quotidienne, parce que depuis qu'on a les applications, les alertes, les notifications, etc., on est connecté à l'actualité tout le temps. Et c'est vrai qu'on a une actualité, on va dire, à rebondissement ces dernières années, mois, qui nous donne envie, même malgré nous, de suivre ça tout le temps, même quand on ne le suit pas. De toute façon, on a un push, quelque chose qui vient nous tenir au courant de tout. Et donc oui, donc je suis, et puis alors en ce moment évidemment, avec votre on le actualité. suit, pas qu'avec mon actualité, mais l'actualité, on va dire. L'actualité présidentielle, évidemment, voilà, qui occupe beaucoup d'espace. Léonard Lasserie, dans cette première partie de l'émission, nous parlerons des médias et du grand retour de Canal+ sur la croisette pendant le Festival de Cannes. On verra ça avec Enguerrand Renault. L'an dernier, Enguerrand, l'heure était aux économies avec Canal+. Et à propos d'économie, Marc Landré, on en parle tout de suite avec vous, mais sur un tout autre sujet. Vous êtes chef du service économie France du Figaro. Oui, on va parler avec vous, cher ami, des jours fériés. Alors, Marc, j'ai pris des notes parce que je ne veux pas qu'on se trompe et vous allez nous expliquer. Alors, cette année, pas moins de 3 jours fériés en mai. Le 1er s'est passé, 8 mai et 25 mai à venir, évidemment. On compte 7 jours fériés ouvrables en 4 mois cette année. On est bien entre Pâques et le 15 août. Entre Pâques et le 15 août. Et au moins 2 viaducs, ce qu'on appelle des viaducs, quand les jours tombent, c'est ça, un jeudi et ou un mardi. Donc, sur toute l'année 2017, 9 jours fériés ouvrables. Alors, vais-je demander, docteur, si vous le permettez, est-ce grave? Oui, Jean-Pierre. C'est grave dans le sens où ça pose effectivement des problèmes d'organisation dans les entreprises, puisque 9 jours ouvrables fermés pour cause de jours chômés, c'est compliqué en termes de production, que ce soit intellectuelle ou en termes de production physique, mais surtout, ça pose des problèmes en termes de
de création de richesse et de valeur. Et on sait que cette année, par exemple, l'INSEE l'a calculé, ça va avoir un impact négatif sur la croissance. Par exemple, les 9 jours fériés impliquent qu'on va travailler que 251 jours cette année, contre 253 l'année dernière, et donc ça va avoir un impact négatif sur la croissance de 0,14 points. Ça veut dire que si on avait travaillé autant que l'année dernière, on aurait eu 0,14 points de croissance en plus. Et ça, quand on a une croissance ric-rac en France comme aujourd'hui, on sait que cette année, on fera un petit peu moins de 1,5% de croissance, et c'est quand même un petit problème. Alors c'est intéressant parce qu'on fait ce rapport-là, mais comment ça marche chez nos voisins, justement? Différemment, parce qu'on n'est pas le pays qui a le plus de jours de fériés dans l'année, mais pas celui qui en a le moins. Par exemple, à titre d'information, est-ce que, Enguerrand, mon ami Enguerrand, est-ce que vous savez combien il y a de jours fériés en Inde et en Colombie? L'Inde, j'ai une vague idée, la Colombie, pas du tout. 18. 18. Et en vérité, la France est le 8e pays dans le monde en termes de nombre de jours fériés. On en a donc 11. La Finlande, les Chypres, c'est 15. Les Philippines et l'Espagne, 14. L'Allemagne, 9, etc. C'est intéressant, on est sur les Philippines. Très intéressant. D'ailleurs, vous y allez bientôt, je prends en vacances. C'est quoi les Philippines? J'ai fait tout de suite. Donc 9 jours en Allemagne. 9 jours en Allemagne, 11 en France et un petit peu moins encore en Grande-Bretagne. Il se trouve, et il y a des jours très particuliers, il y a le Picnic Day en Australie. C'est quoi ça, le Picnic Day ? C'est un jour férié où les Australiens, du Nord, pas du Sud, parce qu'il y a une petite ségrégation, c'est très spécifique, l'Australie, le premier lundi du mois d'août, ils ont le droit d'aller faire un pique-nique. Donc il y a un jour férié pour faire un pique-nique. Vous avez aussi le jour des arbres à Samoa, qui est le premier vendredi de novembre, puisque là-bas, on célèbre les arbres. Ou alors, au Turkménistan, que connaît bien Enguerrand, vous avez le jour du melon. Voilà. Le fruit. Moi, je le prends toujours, le melon. Qui est le deuxième dimanche d'août. Surtout ce qui se passe, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, le jour férié est systématiquement fixé le lundi suivant du jour officiel férié. En l'occurrence, le jeudi de la Pentecôte, c'est pas, on travaille le jeudi de Pentecôte, mais il est décalé pour le jour férié, le jour off, au lundi d'après. Marc, il y a des internautes qui sont déjà en train de vous poser moult questions, on va dire. Et Justine Rie qui demande, de toute façon, avec les accords 35 heures, les jours fériés sont en général réintégrés? Pas forcément. Par exemple, les journalistes, les jours fériés sont obligés de poser des jours de RTT. Ou alors de poser des jours de congé ou des jours de récupération. C'est un jour travaillé. Non, ce qui se passe en vérité, c'est qu'il est très compliqué de supprimer des jours fériés. Alors, dans certaines entreprises et sous certains accords, c'est vrai que les jours fériés sont automatiquement mis certains jours de RTT ou certains jours de vacances. Vous avez essayé de supprimer le jeudi de l'Ascension, ce qui avait été catastrophique. C'était Balladur, il me semble, non? Ça avait été catastrophique. Surtout, c'est comme disait Chevalier et Las Palais, les philosophes, pas Audiard, comme dirait notre futur prochain président de la République. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Balladur, et y compris des candidats à la primaire, puisque François Fillon voulait supprimer un des 2 jours fériés de début mai, et copier aussi, notamment pour faire que le 8 mai et le 11 novembre soient un seul jour, que le jour de la célébration des guerres passées. Absolument. Et alors, ça n'a pas marché. Marc, quand même, c'est important de poser le problème. Si on dit qu'on a beaucoup de jours fériés, donc on perd 0,14%, 14 points, comme vous le disiez, mais normalement, les gens qui sont en congé, qui sont en vacances, à ce moment-là, sortent, vont au restaurant, achètent des glaces, donc l'économie... Achètent des disques. Même plus que d'habitude, mais l'économie si possible, se transfère. Il faut mieux qu'ils n'achètent pas que les jours fériés. Oui, voilà, c'est ça. Mieux. Mais mécaniquement, ça veut dire que quand même, il y a un secteur de l'économie qui... Est-ce que ça ne contrebalance pas? C'est un principe de vase communicant, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous ne bossez pas à l'usine ou au Figaro ou ailleurs, vous faites des loisirs, vous avez des loisirs, vous consommez, vous allez au restaurant, vous allez au cinéma, vous allez au théâtre. Voilà. Et donc, ce qu'on perd d'un côté, on le rattrape de l'autre. Ce qui fait que c'est pour ça qu'entre 2016 et 2017, on a 2 choses radicalement différentes. Je vous ai dit, cette année, on a 251 jours de travail effectif, on va perdre 0,14 points de croissance. L'année dernière, on avait 2 jours de travail en plus, parce qu'on avait un jour férié de moins qui tombait en semaine sur l'ensemble de l'année, et on avait une année bisextile, donc un jour en plus. Donc au total, on a travaillé en 2016 253 jours. Et ça a apporté 0,11 points de croissance en plus sur l'année. Donc vous avez 251... Il faut lisser sur 3 ans, mais c'est bon. Comme ça, 5. Marc, il y a encore des gens qui vous interpellent. Ça intéresse les jours fériés. On a Boromir qui râle. Il dit franchement, à part ceux qui n'ont pas de vie sociale, pas d'amis, ni de famille, ni d'enfants, ni loisirs, comment on peut être contre les jours fériés? Bonne question. On passe de son temps devant la télé. C'est comme au moment où il y a eu les 35 heures. C'est toujours les mêmes qui vont en profiter, pas du tout. Les gens disaient ceux qui partent en week-end partiront plus en week-end, et puis ceux qui regardent la télé, ils la regarderont plus. Donc comment on peut être contre? On ne peut pas être contre. On peut être contre le travail.
Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Encore une petite question d'Emmanuel qui dit, est-ce qu'on peut créer de nouveaux jours fériés? En théorie, oui. Après, il faut un vote. Et on a vu que c'était compliqué d'en supprimer. Donc le toujours plus est toujours possible, le moins est plus compliqué. Pierre Gattaz, notamment, propose la suppression de 2 jours fériés dans le calendrier pour revenir au niveau du Royaume-Uni et effectivement de les caler également le lundi pour éviter les viaducs où, comme il y en a cette année entre avril et le mois d'août, on va avoir 2 viaducs où un jour férié tombe un mardi et un jeudi. Oui. Donc ça fait des week-ends à rallonge de 4 jours. Merci Marc. Il n'y a pas de quoi. Léonard Lasserie, vous qui êtes un boulimique du travail, les dimanches et autres jours fériés, quel sens ça a pour vous? Je crois que les gens ont des petites habitudes et qu'on sait psychologiquement qu'en mai, on a un petit peu plus de week-ends, de ponts. Donc, pour moi, personnellement, ça ne change pas grand-chose. Les viaducs qui arrivent, pour vous, c'est pas... Non, pas spécialement, parce que c'est une période très chargée et que je travaillerai probablement le 8 mai, l'Ascension, etc. Mais bon, si c'est l'occasion pour que les gens se retrouvent et fassent des week-ends, mais en fait, ils peuvent le faire à d'autres moments. Enfin, bon, moi, je parle en mon nom, je suis assez libre, entre guillemets, de choisir mes dates et de faire ce que je veux, entre guillemets. Mais bon, je peux comprendre que les gens, maintenant, ont des habitudes. Et, oui, c'est difficile de revenir en arrière. C'est très difficile de leur enlever. Ils aiment ça, et c'est vrai que même si... Vont-ils dépenser autant que ce qu'on perd en productivité avec ces 9 jours? Je ne crois pas, je crois que ce serait bien, mais je ne crois pas. Enfin, c'est très lié à la météo aussi. C'est lié à la météo. Et puis tout à l'heure, l'internaute demandait, c'est intégré dans les jours de RTT? Pas forcément, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est passé aux 35 heures, il y a la moitié des salariés qui ont eu une réduction du temps de travail journalière. C'est-à-dire que là où ils travaillaient 8h42, ils travaillaient le lendemain 8h35. Donc les RTT, pour eux, ça n'existe pas. Pour la moitié des Français, ça n'existe pas. D'accord. Il y a eu des années où c'était tous les dimanches et on a eu pratiquement rien. L'année dernière. Voilà. C'était l'an dernier, oui, exactement. Marc Landré, merci. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes ici un peu chez vous, sociétaire. C'est votre place. Ça manque un peu de boisson. Ça manque un peu de boisson. Champagne, s'il vous plaît. Je vous rappelle, nous sommes en direct dans ce nouveau concept, dans cette nouvelle émission. Vous pouvez poser vos questions à notre invité aujourd'hui, Léonard Lasserie, et évidemment à nos chroniqueurs qui se feront un plaisir de vous répondre. Fred, je vous propose qu'on passe maintenant à... Ah ben non. Eh ben non, c'est alors tant pis pour Enguerrand. On passe maintenant à l'actu média avec Enguerrand Renaud. Vous êtes rédacteur en chef médias et technologies au Figaro. Le 17 mai prochain débute le Festival de Cannes sur la Croisette et cette année, c'est le grand retour de Canal+. Exactement, mais souvenez-vous, l'année dernière, Vincent Bolloré avait heurté le monde du 7e art en réduisant la présence de la chaîne du cinéma. Canal, c'est quand même la chaîne du cinéma depuis 1984, au strict minimum. Pire, il avait fustigé publiquement les dépenses somptuaires de Canal avant. Le grand plateau sur la plage du Martinez, les chambres à 30 000 € toujours au Martinez, les soirées clinquantes, enfin voilà. Résultat, finalement, il avait abîmé l'image de Canal+ auprès du monde du cinéma, qui est vraiment un soutien de Canal+, à tel point que France Télévisions avait failli lui ravir le titre de partenaire officiel du festival. Alors il va être comment le dispositif de Canal+ cette année pour ce grand retour? Alors il est beaucoup plus solide. Tous les soirs, ils vont prendre l'antenne pendant 2 heures, de 19h à 21h. Ça va être animé en fil rouge par Laurent Veil et Laurie Choléwa. On avait vu, c'est l'animatrice qui était présente dans Nouvelle Star. Je te la présenterai, voilà. Ils vont recevoir des stars, des producteurs, tout le monde du cinéma. Michel Denisot revient. Lui, il était là l'an dernier, c'était à peu près le seul qui n'avait pas été naufragé. Il était là l'an dernier avec une rencontre de 25 minutes avec les comédiens et les réalisateurs. Et la chaîne transmettra en direct la montée des marches, parce que ça, c'est le grand moment à Cannes. Bien sûr. À Cannes, c'est quand même le grand moment. Et puis, pour la projection du soir, enfin, il y a Augustin Trapenard, qui a une petite pastille de 3 minutes. Ça s'appelle le Petit Cercle. Alors, c'est dédié plus spécifiquement aux cinéphiles. Alors, évidemment, beaucoup de questions et vous pouvez continuer à poser vos questions puisque nous sommes en direct. Alors, Enguerrand, j'ai une question de Adour, une double question. Le festival devrait être vu sur une antenne publique. Faut-il toujours payer pour voir ? Et ça va être en grande partie gratuit, donc il n'y a pas besoin de payer pour voir, effectivement. Non, c'est pas un événement qui doit forcément être sur une antenne publique, puisque en fait, Canal+ est le partenaire du cinéma. Canal+ investit beaucoup d'argent, à peu près 200 millions d'euros par an dans le cinéma. Donc c'est vraiment le premier partenaire. Il n'y aurait quasiment aucun des 200 films qui sont produits par an, qui le seraient si Canal+ n'avait pas mis un petit peu d'argent au début. Donc, c'est vraiment le partenaire du cinéma. En retour, le cinéma l'aide parce qu'il a quand même une force de conviction auprès des pouvoirs publics. Et donc, il y a quand même un partenariat. Il est normal qu'il le fête dans la grande fête du cinéma qui est le festival.
Donc les grands moments sont diffusés en clair. Clair. Pour répondre En à clair. Adour, voilà, Voilà. c'est diffusé en clair et on vient d'avoir la confirmation. Enguerrand, Renaud, est-ce que ça veut dire que les économies de bout de ficelle qui avaient eu lieu l'an dernier en particulier, est-ce que c'est fini ? Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, ce qu'avait dénoncé Vincent Bolloré, c'était vrai, il y avait beaucoup d'argent jeté par la fenêtre, et il y avait du gabegie, il faut le dire. Mais le dispositif mis en place, là, il sera 3 fois plus important que celui de l'an dernier. Donc il y a quand même une centaine de personnes qui font le déplacement à Cannes, c'est des journalistes, des animateurs et des techniciens. Alors, ils ne seront plus logés dans des conditions somptuaires, mais quand même bien logés, bien nourris peut-être à l'Ibis. On espère un peu mieux. Voilà. Donc, Maxime Sada, qui est le directeur général de Canal, a dit, bon, tout ça se fera dans une économie optimisée. Traduisez, ça sera c'est quand même bien, figé. mais enfin, ça sera, le budget sera 2 fois moindre qu'avant les années Bolloré. Donc ça, il y a quand même pas mal d'économies. Voilà, donc ils sont présents, mais pas dispendieux. Enguerrand, j'ai cru comprendre que finalement, la grosse nouveauté de cette année, c'est le dispositif digital. C'est là-dessus qu'ils veulent taper fort, un dispositif digital très ambitieux apparemment. Oui, exactement. Parce que Canal+, vous le savez, a des problèmes d'image. Enfin, ils ont quand même traversé 2 années assez compliquées. Donc il faut qu'ils reconstruisent leur image auprès des professionnels du cinéma, on le dit, et puis surtout auprès des internautes qui étaient effectivement assez remontés contre l'arrêt du petit journal, l'arrêt du grand journal, voilà, tout ça. Et donc, ils ont une rédaction d'une trentaine de journalistes qui viennent à la fois du sport et du cinéma, qui sont des journalistes qui vont faire des formats spécifiques quasiment 24 heures sur 24, toutes les coulisses, les ambiances, les montées des marches, les soirées, les conférences de presse. Et donc, ça va augmenter, voilà, ça va augmenter l'empreinte sur les réseaux sociaux de Canal+, et peut-être retrouver cette espèce de magie entre Canal et les jeunes internautes. Oui, vas-y. Est-ce que Canal+ en profitera pour faire des nouvelles offres d'abonnement? Je te tiendrai au courant, mon ami Marc. Il me demande ça, à chaque fois, semaine. il l'a dit. Alors voilà. Mais tu verras, j'aurai quelque chose. Je vais vous expliquer, parce que juste avant l'émission, évidemment, tout le monde se connaît, vous imaginez bien. Et puis là, ils étaient en train de se chicorer tout à l'heure en disant oui, bah, je te le demanderai, tu ne le sais pas. Et bien voilà, il l'a fait et c'est en direct. Juste une petite question, Léonard. Vous aimez le cinéma Oui, bien sûr. beaucoup, et vous descendez cette année sur Cannes? Non. C'est pas un endroit. Vraiment d'une invitation de dernière minute. C'est pas un endroit. Si. Enfin, moi, je trouve que j'y suis allé plusieurs années pour soit invité pour voir des films, soit pour, on va dire, profiter des fêtes, etc., des petites mondanités qui ne sont pas désagréables. Mais bon, je me suis dit que voilà, si j'ai pas quelque chose vraiment à y faire, présenter un travail spécifique, je n'irai pas. D'accord. Ça c'est dit, c'est fait, sauf si évidemment. Voilà, sauf si bien sûr. Une petite invitation. Une petite pour venir faire une invitation. soirée. Oui, c'est ça. Profitons-en. Canal+, ils sont pas une chambre près du vice-près. Si Michel Denisot m'invite pour faire un live sur un de ses plateaux, je viendrai volontiers. Enguerrand, Renaud, j'ai une dernière question d'internaute pour vous. C'est Easily qui dit, pour une couverture plus pointue, plus raffinée, plus culturelle, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que ce soit diffusé et couvert par Arte ? Pourquoi pas? Bon, alors effectivement, ça pourrait être par Arte, qui est aussi un des grands partenaires, puisque Arte finance beaucoup des films de la sélection, puisque Arte, c'est quand même des films d'auteur. Mais ils mettent véritablement moins d'argent. Alors, ils financent tous, et on le voit, palmarès, c'est toujours, il y a toujours 1 ou 2 films d'Arte et 1 ou 2 films de France Télévisions. Voilà. Donc, ils le suivent également, ils sont aussi présents, parce que c'est vraiment des acteurs importants dans le milieu de la culture et du cinéma. Ils n'auraient pas les moyens de couvrir ça. Donc, effectivement, la question ne s'est pas posée. Vous qui connaissez évidemment très bien les médias, je pose aussi la question, Léonard. Le fameux esprit Canal qui a existé, est-ce qu'aujourd'hui vous le retrouvez dans une chaîne ou dans un média? Déjà, il a un peu disparu de Canal. Ouais, voilà. mais donc ça complètement, ça on est d'accord. Mais il y avait un esprit. Ça, c'est clair. Non, on le retrouvera nulle part. Non, parce que c'était un peu daté quand même. Voilà. Nulle part ailleurs, Charlotte, j'adore. Quel talent. Quel talent cette Charlotte. C'était un peu daté. Maintenant, il faut reconstruire d'autres esprits. Il faut tester d'autres choses. C'est ce qu'ils font sur C8, qui appartient on parle aussi. maintenant d'Esprit Nona. Bientôt, on parlera d'Esprit Nona. Mais en fait, c'est la vision a posteriori. Peut-être que dans 10 ans, on dira Hanouna, c'était bien. Alors que là, tout le monde tape dessus. Voilà. Donc il faut quand même avoir un petit peu de recul. Et puis il ne faut pas rester dans le passé. Canal a vécu, Canal est tombé, et Canal doit se réinventer, et il commence à se réinventer.
Léonard, l'esprit Canal. Oui, vous avez 35 ans, vous avez connu cette période-là. Oui, j'ai connu cette époque où à 19h, on allumait la télé, on regardait toutes les grandes années de Nulle part ailleurs, et même après du Grand Journal. Et il y a eu différents noms pour cette émission d'avant Prime Time. Ouais. Moi, je dirais que non, je ne crois pas qu'elle soit vraiment présente ailleurs, qu'il ne soit pas vraiment présent ailleurs, cet esprit Canal, si ce n'est peut-être... on a beaucoup associé ces dernières années le Petit Journal, et que le fait qu'il soit parti sur TMC, il y a quand même énormément de gens qui vont retrouver quelque part cette patte, cet esprit. Et d'ailleurs, bon, je ne sais pas, moi je vois plein de gens qui regardent TMC, j'ai rien contre TMC, mais plein de gens qui ne regardaient pas avant TMC grâce à cette émission. Donc peut-être s'il y a l'esprit, il est peut-être parti là-bas, dans cette case. À juste titre, parce que c'est les mêmes personnes qui vont occuper la case. C'est vrai que TMC avant, c'était quand même Hercule Poirot. L'esprit Hercule Poirot, c'est quand même pas très mobilisateur. Marc suit toute la série. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Il m'a demandé des abonnements pour Hercule Poirot. Je lui ai dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais il faut lui faire comprendre dehors. Bon. Et donc maintenant, ils ont fait venir Yann Barthès, qui est vraiment la dernière incarnation. Des gens qui vont vers TMC, qui reconstruisent une image autour de lui. Merci messieurs. Merci, on continue. Si vous nous rejoignez maintenant. Ah Fred, tu voulais... Non, moi je voulais offrir des cadeaux. Ça me faisait plaisir. Eh ben Fred, je t'en prie. Alors voilà, messieurs. Léonard Lasry. Le P de Léonard Lasry. Voilà, je le montre à la caméra. Et là, voilà. Pour une fois qu'on va dans l'émission qu'on a des cadeaux. Et bien exactement. Marc et Enguerrand, Léonard Lasry vous offre donc son EP. Merci. Le seul invité. Charlotte, c'est à vous. Eh ben oui, je vous remercie encore de nous suivre en direct sur Figaro Live. N'hésitez pas donc à poster vos commentaires, poser vos questions et nos journalistes et notre invité du jour y répondront évidemment en direct. Léonard Lasry, on dit de vous que vous êtes le chouchou musical de la fashion sphère. Vous avez effectivement collaboré avec des maisons comme Valentino, Hugo Boss, Dior en créant des chansons pour leur défilé. Et bien justement, à propos de Dior, je vous propose qu'on regarde et qu'on écoute les 2 dernières productions que vous avez réalisées pour cette maison. If I may say, come into my world. And in a few words I say, love all the way. Change your ways at looking at life. I have no regrets and not too many secrets. Que j'aime, je serai fidèle à moi-même, je serai belle pour moi-même. Elle est si belle la confusion, je te réveille par suspicion. Il est une fleur que j'aime. Maintenant, Léonard Lasry, on va parler de vous, hein Fred? Oui, ben oui. Léonard Lasry, qui êtes-vous? Alors, j'ai un début de commencement de réponse. Dans la famille Lasry, je demande le frère. Oui, Léonard, votre nom est souvent lié à la célèbre marque de lunettes Thierry Lasry que vous avez lancée en 2006 avec votre frère Thierry. Jusque-là, c'est logique. Tout à fait. Mais Léonard, vous êtes Louis. Oui, ça n'a pas de sens, me direz-vous, c'est faux. Vous êtes Louis Léonard puisque Louis, c'est votre voix. Vous excellez dans le son et ça se voit. Alors, Charlotte va me dire que je pars dans tous les sens. Je persiste et je continue. Léonard, vous êtes devenu la star des bandes-sons, l'homme qui murmure à l'oreille de Cartier, Dior, Valentino, Chantal Thomas dans leur campagne, à la fois solidaire, solitaire, mondain, dandy, perfectionniste. Vous êtes reconnu de Paris à New York en passant par Los Angeles comme un compositeur passionné d'art de cinéma et de mode. Vous, le fashion chouchou, faites une pause par nos studios. Léonard Lasry, merci d'être notre seul invité. Oh, bah alors là, bravo. Merci. Le seul invité, c'est donc le titre de ce nouvel album solo, un disque qui s'inspire de votre côté touche-à-tout, des nombreuses rencontres artistiques qui ont jalonné votre parcours, comme Elisa Point ou Marie-Paul. Comment vous définiriez votre musique ?
Cette musique, en tout cas ces chansons, moi c'est vraiment une musique que je considère vraiment tournée autour de la mélodie parce que je me considère à la base vraiment comme un mélodiste. Après, touche à tout, il m'arrive parfois je réalise les orchestrations, je fais un peu d'autres choses, on va dire, autour de cette mélodie. Mais à la base, c'est vraiment la mélodie qui je crois, est ma valeur ajoutée, on va dire, mon sens de la mélodie. Donc cette musique-là, pour moi, c'est toujours difficile de donner une définition, mais c'est de la pop française, c'est de la chanson, parfois de la pop. C'est assez vague, mais c'est ça. Riche. Voilà. Vous dites ne pas vouloir rentrer dans la case grand public. Quel rapport vous entretenez avec le succès? Je ne dis pas que je ne veux pas rentrer dans la case grand public. Je pense d'ailleurs que ces chansons, elles sont très très bien écrites. Les textes de Elisa Point sont magnifiques, ont plusieurs degrés de lecture et c'est effectivement intelligent et ça peut être considéré comme des textes un peu intellectuels, mais le verbe est très facile d'accès et contrairement à plein de jolies choses esthétiques dans la production française, je crois que ces chansons-là sont assez va dire faciles à comprendre, les mélodies sont faciles à retenir, donc je ne peux pas dire qu'elles ne soient pas grand public. Évidemment, je vous interromps parce qu'il y a énormément de questions qui sont en train de tomber sur Facebook et vous pouvez continuer, on va essayer d'en poser un maximum. Alors là, il y en a une par exemple de Bartholomé qui nous dit « Très beau le morceau que vous venez de diffuser tout à l'heure. Quelles sont les influences de Léonard Lasry ?» Les influences, en fait, c'est multiple. Mais on va dire mélodiquement, je suis assez attaché à certains compositeurs des années 60. Les années 70 m'inspirent beaucoup. Donc c'est vrai que j'écoute toujours beaucoup de choses des années 70. Et pour moi, il y a toujours une nouveauté à découvrir parmi les trésors des années 70. Donc ça peut être Scott Walker, ça peut être toutes les musiques, toute l'œuvre de Michel Legrand, Francis Lay. Ça peut être aussi tout ce qui est soul de fin 70, début 80. Donc puis ça c'est pour, on va dire, l'aspect mélodique ou orchestral. Après, au niveau de la démarche, c'est vrai que plein d'articles, on parlait de Gainsbourg, tout à fait, qui est bien sûr très élogieux et très sympathique à mon égard. Et la démarche, on va dire, de faire chanter les autres, d'aller trouver la beauté chez des actrices, des chanteuses, des mannequins, il mettait un peu de son identité à lui, et en même temps il révélait quelque chose chez les artistes avec qui il travaillait, d'assez unique, puisque même les artistes après, quand elles ont essayé de travailler avec d'autres gens, il n'y avait pas la même magie que ce qui était sorti quand c'était Gainsbourg qui travaillait avec eux. Donc ça, évidemment, c'est un profil qui m'inspire. Donc voilà. Mais cet esprit de producteur à l'américaine, c'est-à-dire réalisation artistique, direction artistique, Pygmalion, tout ça, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Il y a énormément d'ailleurs aux États-Unis, les producteurs ont une place d'artistes. Ils viennent dans les émissions, ils parlent, etc. Et ce travail-là est fascinant. Donc là, je suis très content de revenir en tant que chanteur, et puis plein d'autres choses parmi ce disque. Je ne suis pas que le chanteur, mais le compositeur, arrangeur, etc. Mais c'est aussi un aspect qui m'intéresse beaucoup. C'est l'aspect global, on va dire, d'aller trouver la beauté chez les uns, les autres, de collaborer, de construire quelque chose autour de quelqu'un qui a un échange en même temps. Et donc, voilà. Donc oui, je dirais peut-être, voilà, Serge Gainsbourg en fait partie. Votre piano, c'est aussi votre instrument. Le piano, c'est l'instrument phare de vos créations. Oui, pourquoi ? Pourquoi ce choix? Pourquoi cet instrument? C'est pas un choix, c'est que j'ai commencé à jouer du piano très jeune et j'ai commencé à composer mes mélodies au piano. Et d'ailleurs, je ne joue que du piano. Pendant un temps, j'avais essayé de me mettre à la guitare quand j'étais ado en me disant je vais faire n'importe quoi et ce n'importe quoi va donner quelque chose d'intéressant. Mais bon, non, j'ai on va dire, mes habitudes au piano et j'ai très peu appris. J'ai appris quand j'étais enfant et je me rappelle que vers la 6e, mes parents ont prétexté que j'avais trop de travail en 6e pour arrêter les cours parce que j'en avais assez. Et puis après ça, non, parce qu'après, il y a eu toute l'époque des claviers numériques qui avaient des touchés piano avec lesquels je pouvais jouer avec un casque. Alors ça, c'était une grande révolution parce que j'embêtais plus les autres. Bien sûr. Et donc là, on peut développer, on peut se retrouver seul avec le son, l'instrument. Et j'écoutais des disques aussi de piano, de pianistes. Et puis j'ai trouvé moi-même mes trucs et voilà, ça se fait comme ça. Léonard, vous revenez avec cet album solo. Du coup, je m'interrogeais sur le fait que, est-ce que vous êtes plus créatif en travaillant totalement en solitaire ou est-ce que vous préférez l'émulation d'une collaboration en duo, par exemple? Alors, moi, je crois que j'aime bien la création en duo. En tout cas, même pour cet album solo,
tout se fait en duo avec Elisa Point, que vous avez cité tout à l'heure, Absolument. qui est une auteure incroyable, qui a écrit une parolière extraordinaire, qui a On la elle-même salue. chanté. Elisa. Bonjour Elisa. Qui a chanté, qui a une façon, elle, de chuchoter, de dire les textes. Et puis, c'est un personnage, une sorte de Françoise Sagan de la chanson. Et donc, j'étais assez fan, on va dire, de sa plume. Et les textes qu'elle écrit avec mes musiques et les chansons qui naissent de notre duo, on va dire, c'est vraiment dans l'osmose. Et donc, voilà, cette création-là, c'est pas une création en solitaire et on a vraiment un grand plaisir à voir ça. Donc, non, je vais dire, travailler avec les autres quand on a la chance d'avoir quelqu'un. Pendant longtemps, j'ai cherché cette personne ou ces personnes avec qui avoir ce ping-pong. Et à défaut, effectivement, je me sers tout seul. Je me suis servi tout seul. On comprend bien parce que c'est exactement ce que nous vivons tous les deux. Oui, oui. Ce duo et on s'amuse bien. On ne trouve pas facilement. Il y a énormément de questions parce que faut qu'on va vous expliquer. Avec Charlotte, on a une oreillette et on a un ordinateur et derrière, il y a Marie-Amélie avec Cédric et des réseaux sociaux qui nous donnent les questions des internautes. Et là, ça n'arrête pas de tomber. Donc, je vous pose quelques questions et vous y répondez assez rapidement, s'il vous plaît. Êtes-vous apparenté à Stanislas Lasry, le pianiste-compositeur, demande Nathalie. Non. Il y a eu des pianistes connus, mais celui-là ne me dit rien. Donc, Nathalie, non. Une autre petite question d'Andrea. Alors là, c'est bien, c'est que pensez-vous du groupe qui fait fureur en 2008, le groupe allemand Tokyo Hotel? Vous vous souvenez de Tokyo Hotel? Oui, je me souviens. Je n'en pense rien Il n'en pense musicalement. rien. Mais c'était, il y avait un esthétisme, il y avait un univers, mais. C'était les New Kids on the Block des mais, années des oui. Non, mais je respecte, mais voilà, j'ai pas eu de relation avec leur œuvre pour m'exprimer. Je repasse la main à Charlotte. C'est un duo. Léonard Lasry, vous serez sur la scène du Carmen à Paris le 17 mai prochain. Vous serez également en première partie de J.J. Johansson le 10 mai au Centre Pompidou. Quel rapport vous avez avec cette proximité avec le public, ce rapport direct avec le public? Est-ce que vous l'aimez, ça? Oui, et surtout que là, on va dire, je recommence à retrouver ces sensations de présenter mes chansons en live. C'est pour ces dates-là et les précédentes que je viens de faire, je retrouve le piano. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce rapport direct? L'émotion à chaque instant de dévoiler une chanson dans une version qui n'existait pas et de tester tout de suite l'impact qu'elles peuvent avoir, la réaction des gens. On le sent, même pendant qu'on chante la chanson, on sent quelque part si les gens sont réceptifs, s'il y a quelque chose. Ou, voilà. C'est aussi parce que soi-même, on sent si on est en train de faire quelque chose de bien ou pas. Et bon, si soi-même on est porté par une magie de l'instant, on se dit « oh, c'est beau, le guitariste qui m'accompagne, c'est beau ce qu'il fait », on est porté, ça porte aussi, je crois que cette énergie nous porte et ça porte aussi le public dans l'émotion. Léonard Lasry, merci beaucoup. On enchaîne avec la seconde partie de l'émission, mais tout de suite, on écoute un extrait d'une chanson de votre EP, l'original. Tu n'es qu'un bijou fantaisie, ton côté toc séduit. Il n'y a rien de vrai en toi, tout est faux, tu n'es qu'une copie qui vaut parfois l'original. Tes yeux sont de mensonges et tes lèvres des non-dits, de fabuleux interdits. Mais ta peau est un songe qui donne envie. Jusqu'au vertige on plonge. Même si ton cœur est sans valeur, j'aime écouter sa rumeur. Un battement n'est ailleurs, là où l'on oublie les heures. Et viennent de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'émission Philippe Larocque et Carl Meus. J'ai fait un petit strabisme. Bonjour. Carl Meus, on commence tout de suite avec vous. Vous êtes rédacteur en chef du Figaro Magazine. Dimanche, le nouveau président de la République sera élu. La passation de pouvoir doit avoir lieu ou devrait avoir lieu le dimanche 14 Ou samedi 13. Ou samedi 13. Je vous le dis parce que tout à l'heure, ceux qui vous ont précédé, vos petits camarades de jeu, Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est pas possible, ça peut pas être le 14, il faut poser la question à Karl. Nous posons la question à Karl. Et pourquoi ça peut pas être le 14? Ah oui, parce que, C'est un dimanche. évidemment, Marc Landré, il parle de jour férié, il va pas travailler un dimanche. Et en politique, on travaille le dimanche. Alors, entre-temps, que va faire le nouveau président de la République entre le 7, soir de l'élection du président de la République, et le 13 ou 14? Qu'est-ce qui va se passer?
tout va dépendre en fait du nom du vainqueur. Si c'est Emmanuel Macron qui gagne l'élection présidentielle dimanche, il est fort probable que François Hollande l'invite aux cérémonies du 8 mai, qui ont lieu le lendemain, lundi. Ça s'est déjà fait. Nicolas Sarkozy l'a fait en 2012 en invitant François Hollande. On a les images, on les voit tous les deux déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Mais ce n'est pas une obligation. Par exemple, ça ne s'est pas fait les autres fois. Enfin, voilà. Oui. Ce qu'il faut, c'est que les deux en discutent. J'ai appelé l'Élysée hier pour votre émission, pour être assez up-to-date. Et il disait on va se décider dimanche soir en fonction du résultat. En revanche, ce qui est sûr, c'est comme il n'y a pas de finale de Coupe de France cette fois-ci qui intervient là dans la semaine, il n'y a pas de foot, donc on ne verra pas le nouveau président et l'ancien, comme François Mitterrand avait invité Jacques Chirac en 1995 dans la tribune, mais c'était le Parc des Princes. Le Stade de France n'était pas encore construit. Tout à fait. Alors, vous nous le disiez, si c'est Emmanuel Macron qui est élu président de la République, l'Élysée donc vous dit on prendra notre décision. Et alors, si c'est Marine Le Pen, sera-t-elle également invitée ? A priori, non. À l'Élysée, hier, on se refusait à me le confirmer en disant on va se décider dimanche. Mais on imagine mal François Hollande inviter Marine Le Pen à co-présider cette cérémonie. Il faut qu'il y ait une sorte de complicité. D'autant plus que, comme on le disait, ce n'est pas une tradition, il n'y a pas d'obligation. C'est quelque chose qui a été fait par Nicolas Sarkozy. Mais par exemple, 5 ans avant, Jacques Chirac n'avait pas invité Nicolas Sarkozy aux cérémonies, pas pour des raisons politiques, mais parce que Jacques Chirac considérait que le président, c'est une seule tête, il ne faut pas qu'il y en ait deux. Justement, Karl Meeus, à propos de Marine Le Pen, il y a Paul sur Facebook qui demande si Marine Le Pen n'est pas élue, ne risque-t-elle pas, elle, de vivre une semaine difficile à cause de la justice ? Alors d'abord, elle va vivre une semaine difficile parce que quand on n'est pas élu et qu'on a fait 1 an de campagne acharnée, il y a un contre-coup. Je vous renvoie à un documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle « Moi candidat », qui a été diffusé sur Canal+, où il y avait 2 des candidates, Christiane Taubira et Marie-Georges Buffet, candidates notamment Christiane Taubira en 2002, qui expliquaient que l'année d'après, elle est allée 8 fois aux urgences. Le corps a lâché. Donc la justice prendra son temps. Ce qu'il y a, c'est que la convocation va venir. Il y a l'aspect psychologique et ensuite il y a l'aspect judiciaire. Il y aura une convocation de la justice, peut-être pas dans la semaine immédiatement, ils ont le temps. Et alors qu'est-ce qui se passe à partir du 7 ? Oui. Comment ça se passe alors ? Donc l'entrée en fonction du nouveau président, ça se discute avec celui en place, avec François Hollande. Ce qu'il y a, c'est que ça ne peut pas être après le 14 mai minuit, parce que le Conseil constitutionnel l'a calculé, il y a un temps limite de la fonction de François Hollande, c'est le 14 mai minuit. C'est pour ça qu'on a évoqué cette date du 14. À l'Élysée, on me dit que ça peut être aussi le 13. Tout ça va dépendre de la négociation qu'il y aura avec les équipes d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen. L'ambiance sera aussi différente. Oui. Si c'est Emmanuel Macron, ça va être chaleureux. Les deux hommes se connaissent. Emmanuel Macron a été un des conseillers de François Hollande à l'Élysée, ça a été son ministre. Et au fond, ils s'entendent bien. Donc là, on imagine un accueil sur le perron et un retour après où Emmanuel Macron raccompagnera François Hollande jusqu'à sa voiture. C'est Marine Le Pen, je pense que ça va être un petit peu plus tendu. On a eu des indiscrétions comme quoi François Hollande ne serait pas là. Ça, c'est juste pas possible. Il y a un certain nombre de dossiers dont le nouveau président doit prendre connaissance et c'est le président qui a. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas obligé de l'accueillir sur le perron. Alors, très vite, encore une petite question et ce sera ma dernière. Avant sa prise de fonction, que fait le président élu pendant cette semaine tampon, je dire? Alors, il va écouter le disque de Léonard, déjà. Déjà. C'est une bonne idée. Avant de prendre ses fonctions, je pense que c'est nécessaire. C'est un truc, ça peut le détendre, ça peut le mettre en condition. Logique. Le seul invité de l'Élysée, il va. Et une fois qu'il aura fait ça, il va choisir son Premier ministre. Marine Le Pen, on le sait, elle l'a déjà annoncé, ça serait Nicolas Dupond-Aignan, donc là, ça va aller vite. Emmanuel Macron ne l'a pas encore annoncé, mais il a dit qu'il allait le faire au cours de cette semaine-là. Donc on va le savoir assez vite, parce qu'au fond, il faut qu'il choisisse son équipe à l'Élysée, le secrétaire général de l'Élysée, les conseillers. Il faut quand même déjà réfléchir au gouvernement, parce qu'il y a une échéance qui arrive très vite, dont on reparlera ici. Et évidemment, ce sont les élections législatives. Le mois de juin. 11 et 18 juin. Dans 5 semaines. Et qui mène normalement la campagne législative, c'est le Premier ministre. Donc il faut que tout ça soit en place, parce que j'aime autant vous dire qu'en face, chez les Républicains, mardi,
Ils ont un comité politique, ils vont se décider. Mercredi, conférence de presse pour annoncer le programme et les équipes. Il faut qu'en face, ça soit en place aussi. Merci Karl Meus. Merci à vous. Je rappelle qu'on retrouve votre regard sur l'actualité politique et justement tous les week-ends dans le Figaro Magazine. Et justement, on envoie la couverture du Figaro Magazine de ce week-end, disponible dans les kiosques dès demain. Tout à fait. Merci encore. Léonard, quel est très vite comme ça votre regard sur l'actualité politique, sur cette campagne? Moi, je trouve ça assez saisissant. On a envie de savoir ce qui va se passer. On a suivi ça, il y a eu quelque part des rebondissements avec, on va dire, voilà, l'arrivée d'un outsider qui n'était pas issu des partis habituels. Donc, non, je trouve ça assez, c'est assez prenant. Prenant et donc, étonnant. on a en même temps envie d'arriver à dimanche et on va a honte parfois de parler de musique ou de chansons non, faut pas, parce que tout le monde est très très concentré là-dessus, ce qui est normal, bien sûr. Mais voilà, donc vivement. Une belle série. Je disais une belle série transition aussi, puisque je me tourne vers vous, Charlotte, pour et parler. Moi, je vais me tourner vers quelqu'un aussi. Et c'est d'autres, voilà. Philippe Larocque. Bonjour. Bonjour Philippe Larocque. Vous êtes directeur de la rédaction du TV Magazine. Le grand jour approche, non pas celui des élections, mais samedi 13 mai. Des élections aussi. Ce sont des élections différentes. On va dire un peu plus peut-être festives ou positives que celles et internationales. On gagne des points. C'est la finale de la 62e édition du concours Eurovision de la chanson. Et, oui, de la chanson. Un véritable événement télévisuel comme chaque fois, n'est-ce pas Philippe? C'est chaque année. Honneur à la musique, je le disais, comme dans une ambiance festive. Certains disent parfois, alors même si ça s'est beaucoup modernisé, l'événement était un peu jugé à l'époque, on va dire, un peu kitsch, un peu ringard en fonction de la présentation des candidats des pays. Ça a quand même beaucoup progressé. Je rappelle, c'est près de 4 heures de programme le samedi soir. J'espère que la passation sera... Si la passation a déjà lieu, peut-être qu'il regardera la télévision. Peut-être qu'il regardera l'événement. Je vous disais, en effet, 4 heures, c'est plus de 200 millions de téléspectateurs, donc c'est un événement phare. Plus important que, par exemple, l'Euro 2016, c'était 130 millions de téléspectateurs sur le marché européen. Cette année, c'est une jeune femme de 28 ans, je ne sais pas si vous l'avez déjà écoutée ou rencontrée, Alma, qui vient d'ailleurs de sortir son album cette semaine, qui sort demain, vendredi, chez Warner, qui défendra les couleurs françaises, après Amir l'année dernière. Voilà, l'événement, c'est à Kiev, en Ukraine et en direct sur France 2, avec deux ténors de l'animation télé, Marianne James et Stéphane Bern. Ça fait déjà la 3e fois qu'ils vont se taquiner devant le petit écran de l'Eurovision. Vous parliez d'Alma qui représente la France effectivement cette année à l'Eurovision. Je vous propose qu'on écoute un peu ce dont il s'agit et le titre Requiem qu'elle va défendre cette soirée. Requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne. Ce qu'il a donné, 1 an, 2 ans, 100 ans de bonheur. Puis la vie te caille comme une fleur. Fais-moi marrer, j'en ai besoin. En attendant que sonne l'heure. 1 an, 2 ans, 100 ans à deux. Et puis un jour on est tout seul. On pleure mais on survit quand même. C'est la beauté du requiem. Les étincelles deviennent des flammes, les petites filles deviennent des femmes. Ce que tu crois être la mort, c'est un brasier et rien de plus. Nos déchirures, nos déchéances, on pense qu'elles ont de l'importance. Mais demain renaîtra le jour comme si nous n'avions pas vécu. Embrasse-moi, dis-moi. Requiem. Philippe Larocque, quelles sont les audiences réalisées habituellement par ce programme? Alors, je disais en Europe, ça fait un peu plus de 200 millions de téléspectateurs. L'année dernière, sur la chaîne France 2, donc en direct sur une durée de programme très très longue, il y avait en face la finale de The Voice. Et ben, cette fois, en effet, ils ont fait jeu égal avec à peu près plus de 5 millions de téléspectateurs pour France 2 en direct devant cette Eurovision. On avait déjà, nous, la France, gagné cette Eurovision. C'était quand on a la déjà dernière gagné de mémoire 5 fois. Et surtout, vous vous rappelez, Marie-Myriam, c'était en 77. Je lisais, donc je peux pas. Et elle chantait L'oiseau et l'enfant. Je ne sais pas si vous avez retrouvé le morceau. Tout à fait. Qui est resté dans la tête de très nombreux. On va le chanter maintenant. Non. On le ressort tous les ans quand même. Non. Que disent les bookmakers à propos de cette compétition cette année? Pour l'instant, ils n'ont vu que ce qu'on appelle les clips officiels, comme celui qu'on vient de découvrir. Dès la semaine prochaine et cette fin de semaine, ils vont pouvoir les prestations, les répétitions globalement
en direct, et donc ça risque de bouger un peu. À date, notre chère Française Alma est à la 10e place, ce qui n'est pas si mal, mais c'est surtout l'Italie qui mène la danse depuis quelques jours. Alors le sujet vous intéresse évidemment, amis internautes, puisque alors là, beaucoup disent non. Nos internautes, aiment moyen, ils disent que la France n'a pas beaucoup de chances de remporter cette Eurovision. Je me tourne immédiatement vers notre invité musicien mélodiste. Le problème, c'est qu'avec l'Eurovision, sans vouloir critiquer, on parle souvent de ces histoires de complicité entre les pays, les blocs qui votent pour les uns pour les autres, même si l'année dernière, Amir avait fait une belle performance comparée aux années où on était dernier, avant-dernier, c'était vraiment... Son titre, j'ai cherché, exactement. Il a été, je crois, double disque de platine. Oui, en plus... Il s'est classé 6e. Donc, artistiquement, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas avoir ses chances. Moi, je trouve ça plutôt bien et assez calibré pour l'Eurovision, en même temps qualitatif. Oui. Donc, c'est très difficile de faire une chanson pour l'Eurovision, de toute façon, parce que tout le monde attend comme ça pendant 3 minutes. Ils attendent qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est vraiment pas un exercice facile et je trouve ça assez courageux d'y aller. Je crois que c'est la même personne qui a écrit d'ailleurs cette chanson et celle de l'année dernière. J'ai lu ça quelque part. Amir qui avait travaillé. Et je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir fait appel à lui. Je trouve que les mélodies sont efficaces. Il y a un petit côté un petit peu oriental quelque part dans la mélodie qui est plutôt bienvenu. Donc, bonne chance. Voilà. Donc, pourquoi pas. Elle pourrait faire en moins une bonne performance. Évidemment, être numéro 1, je crois malheureusement que ça... Philippe, vous voulez préciser quelque chose? Top 10 pour l'instant selon les bookmakers. Non, juste dire qu'elle en effet, elle a une version remixée un petit peu en effet, avec quelques passages en anglais justement pour la compétition à l'Eurovision. Merci beaucoup Philippe Larocque, merci Léonard Lasry pour cet élogieux commentaire à l'attention de Alma. On lui souhaite effectivement bonne chance. Notre émission touche à sa fin, et oui, tout a une fin. Merci de nous avoir suivis. Léonard Lasry, je rappelle que vous serez le 17 mai au Carmen à Paris. Vous serez en concert le 10 mai prochain au Centre Pompidou en première partie de J.J. Johansson. Et je rappelle que votre EP, le seul invité, est disponible partout. Et ça, c'est en amont de la sortie de l'album qui devrait intervenir d'ici l'été, c'est ça? L'album, sortira tout début octobre. Tout début octobre. Très bien. J'en profite, comme pour les précédents chroniqueurs de cette maison, vous leur offrez, Karl et Philippe, le dernier EP, le seul invité, Léonard. Avant de nous quitter, moi aussi, je vous offre des cadeaux parce que c'est traditionnel dans cette maison. D'abord, le Tour de France des 100 péchés mignons. Vous y trouverez tous les secrets de confiserie, sucrerie et autres biscuits français. Un petit livre édité par Le Figaro disponible pour nos internautes sur le figarostore.fr. Figarostore.fr. J'espère que vous êtes gourmand, Léonard. Je suis très gourmand. Et ben voilà, il y a autre chose. Bonbons et sucreries, je suis spécialisé. C'est parfait. Alors ça, vous pouvez l'acheter sur le figarostore.fr ou chez votre marchand de journaux. Et puis Léonard, je vous offre aussi le tout nouveau hors-série Madame Cuisine, sans recette, 100% plaisir. C'est le pack Figaro. C'est le pack Figaro pour passer un bon week-end. C'est raté. Merci Léonard Lasry d'avoir été notre invité. Franchement, c'était génial. Merci messieurs, beaucoup. Évidemment. Merci Philippe, merci Karl. Merci à vous. Merci Charlotte. Merci Fred. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, 15h10, même heure, même punition. Mais avant de se quitter, un petit peu de musique encore. Et puis on va se quitter sur ce que vous nous proposez. Merci Le Léonard. seul invité. Super. Je n'adresserai pas la parole à ces gens toujours entre eux, à ces brusques changements de rôle, dès l'apparition d'un nouveau dieu. Je vais rester dans vos pensées, je suis si bien dans vos absences. Il ne vient personne, je suis le seul invité. Je vais rester dans vos pensées, je suis si bien dans vos absences. Il ne vient personne, je suis le seul.